Bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour cette émission spéciale consacrée aux dernières tensions au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous analyserons la guerre en Iran, les récentes déclarations de Donald Trump et les 10 points proposés par Téhéran pour un cessez-le-feu. Enfin, le refus de Netanyahou d'un cessez-le-feu au Liban. Restez avec nous pour les développements avec nos invités à venir. Alors pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'avoir 4 experts avec nous sur le plateau. Nous avons avec nous Monsieur Lamine Chihri, vous êtes journaliste. Bonsoir Monsieur Chihri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous également à partir de Beyrouth, Madame Pascal Asmar, journaliste libanaise. Bonsoir Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Aussi sera avec nous Monsieur Giuseppe Aconcia, journaliste expert région MENA à partir de Milan. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et enfin, Monsieur Karim Belgassem, expert en géopolitique et économie à partir de Lyon. Bonsoir Monsieur Belgassem, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Imen, bonsoir à tous les téléspectateurs et je salue mes confrères présents sur le plateau et à distance. Merci à vous d'être parmi nous. Alors pour commencer, revenons un peu sur les derniers développements en Iran. Après les tensions croissantes, les dernières déclarations de Donald Trump et la proposition d'un cessez-le-feu de 15 jours après 40 jours d'hostilité, comment, Monsieur Chihri, comment pouvons-nous décrire un peu cette demande de Donald Trump et quelle lecture devrions-nous faire? Oui, je pense que Donald Trump a été depuis déjà quelques semaines demandeur d'un cessez-le-feu parce que, objectivement, il n'a pas réussi justement à réaliser ce qu'il voulait. Mais ce qu'il voulait était tout à fait insensé, n'avait aucun sens. Le célèbre peintre espagnol disait « Le sommeil de la raison produit des monstres ». Cette guerre est une monstruosité, cette guerre est illégale, cette guerre n'a aucun objectif apparent, puisque si c'est le changement du régime, nous assistons finalement à une consolidation du régime, puisque Trump a été et sera obligé de négocier avec un ayatollah. Donc, si c'est le régime change qui était visé, eh ben, c'est totalement raté. Je pense aussi que cette guerre illégale, encore une fois une agression, a mis à jour un peu les pays du Golfe qui se sont, si on veut, basés sur le parapluie américain pour être en sécurité. Eh bien, cette vérité, ou bien cette vérité vient d'éclater, que c'était vraiment finalement un leurre, et qu'on ne peut se défendre que par une armée nationale, que par les enfants du pays. Donc voilà, régime change, il n'a pas eu lieu. Il y a des problèmes de sécurité des alliés des États-Unis. Le détroit d'Ormuz, puisqu'on nous a dit que c'était un peu ça l'objectif, la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous savons tous que le détroit d'Ormuz était d'abord ouvert et il était gratuit. Donc aujourd'hui, il va être réouvert, mais un droit de péage va être imposé. Donc c'est l'absurde, c'est vraiment absurde. Cette guerre n'a aucun sens. Malheureusement, il y a des centaines de morts. Malheureusement, il y a des déstabilisations sociales. Il y a la guerre au Liban, bien entendu. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Après 38 jours de guerre, 40 jours de guerre, nous assistons à une négociation sur la base de 10 points iraniens. C'est dire le rapport de force entre l'Iran et les États-Unis et Israël d'un autre côté. Le rapport de force me semble être du côté iranien, objectivement parlant, pas du côté américain. Je pense même que si les États-Unis étaient
plus fort ou en situation de force par rapport à l'Iran, ils n'auraient jamais accepté de faire, j'allais dire, de cesser le feu. De demander un cessez-le-feu. Mais justement, Monsieur Belgassem, je me tourne vers vous. Les dernières déclarations justement de Donald Trump, qui a promis de détruire le pays mardi soir, si Téhéran ne répondait pas sous 48 heures à son ultimatum, en réouvrant le détroit d'Ormuz, je cite, une civilisation entière va mourir ce soir, donc des propos apocalyptiques. Que peut-on retenir justement de ces propos et de ce changement d'avis, si je puis me permettre? Alors, il y a plusieurs choses. Donald Trump a ce principal défaut d'occuper quotidiennement la scène médiatique. C'est-à-dire, chaque jour, il va nous faire des déclarations tonitruantes, contradictoires et insultantes. Vous avez vu comment il a insulté Mohamed Ben Slimane. Et donc, on s'était habitué à ce petit jeu qui était complètement irrationnel. Il avait parlé effectivement de la fin d'une civilisation, renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. C'est une rhétorique qui est du niveau de gravité inédit ou presque inédite. Et donc, ce cessez-le-feu, est-ce que c'est un succès pour Trump? Pas du tout, c'est au contraire un échec. Trump avait besoin d'un accord, il était acculé. Et dans une négociation, il ne faut pas être Cherchait-il le une porte de quémandeur. sortie? Oui, Cherchait-il une porte de exactement. sortie, oui. Exactement. Et il ne faut pas être quémandeur ou demandeur dans une négociation. Pourquoi il cherchait une porte de sortie? Tout simplement parce que les marchés boursiers étaient sous tension, les marchés pétroliers également. Le pétrole menaçait de s'envoler, il s'était déjà envolé par ailleurs. Et la situation du détroit d'Ormuz faisait peser un risque énorme sur l'économie mondiale. Et comme l'a dit mon confrère précédemment, le détroit d'Ormuz était gratuit. Il y avait même s'il était officiellement bloqué, il y avait des bateaux chinois et même d'autres nationalités qui pouvaient passer. Donc maintenant, l'Iran va pouvoir se dédommager en guise de dommages de guerre en faisant payer un droit de passage. Et l'Iran a réussi à retourner contre Trump sa propre logique du rapport de force. En fait, l'Iran fait du jujutsu stratégique. Au lieu d'être écrasé, il a utilisé la vulnérabilité des États-Unis et de l'économie mondiale à la question énergétique pour forcer un compromis. Et donc l'Iran, d'un point de vue stratégique, a marqué de solides points, car les États-Unis ont accepté d'entrer dans des discussions sur la base des 10 points qui sont proposés par l'Iran et non pas par les États-Unis. Donc effectivement, c'est un échec patent pour Donald Trump et les Américains. Madame Pascal Asmar, comment ces multiples interventions de Donald Trump sont perçues par Beyrouth? Bien évidemment, il faut déjà, disons, aujourd'hui, Donald Trump a nié que le Liban a été inclus dans le cessez-le-feu, donc dans l'accord du cessez-le-feu qui a été conclu entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, il a en quelque sorte justifié ce qui s'est passé aujourd'hui, donc disons, c'est ce massacre, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé aujourd'hui au Liban. Et il a même, il y a les médias israéliens qui disent qu'il a donné le feu vert à Netanyahou pour qu'il poursuive sa campagne militaire au Liban. Sur le plan, disons, disons stratégique, quand il crie victoire au Liban, les choses sont perçues, disons, de deux façons différentes. Il y a donc un camp qui est plutôt pro-américain, qui est du côté donc de ce discours-là. Il y a un autre clan qui est anti-américain, qui est pro-Iran, qui est pro-Hezbollah. Et donc, c'est un clan qui est pro-résistance, qui donc déclare la victoire de l'Iran parce qu'elle a su, en quelque sorte, imposer les conditions. Donc, au lieu de discuter des points que Donald Trump avait au départ avancé à l'Iran. Aujourd'hui, on est en train de parler des 15 points que l'Iran est en train d'imposer aux États-Unis, dont notamment un cessez-le-feu inconditionnel qui englobe pas seulement l'Iran, mais également tout l'axe de la résistance. Et donc, dans cet axe de la résistance, il y a forcément Beyrouth. Et là, on constate donc durant la journée qu'il y a eu pas mal de discours de la part des Iraniens, comme quoi le cessez-le-feu, il est conditionné par un arrêt des hostilités au Liban. Et si ces hostilités-là ne seront pas arrêtées, et donc il n'y aura pas
un cessez-le-feu au Liban, il y a forcément de grandes chances que ce cessez-le-feu en Iran soit également arrêté. Et donc, qu'il n'y ait pas en fait un cessez-le-feu qui va durer les 2 semaines décrétées par les États-Unis et l'Iran au départ. Mais vous qui êtes au cœur de Beyrouth, Pascal, pouvez-vous nous décrire un peu la situation aujourd'hui au Liban? En fait, la situation, elle est, pour le moins qu'on puisse dire, elle est vraiment apocalyptique, c'est du jamais vu. Si vous voulez un peu imaginer l'ampleur de ce qui s'est passé, il faut penser un peu à l'explosion du port de Beyrouth en 2020. C'est même pire que ce qui s'est passé en 2020. Il y a eu, et les Israéliens sont très fiers, ils ont en quelque sorte, ils ont avancé avec beaucoup de fierté qu'ils ont effectué plus de 100 frappes en moins de 10 minutes au Liban, dans plusieurs régions, dont des régions qui étaient jusqu'à présent épargnées, dans des zones qui sont surpeuplées au sein de Beyrouth. Donc, c'est Beyrouth, c'est la Bekaa, c'est le Mont Liban, c'est le sud du Liban. Il y avait vraiment des agressivités, il y a une violence inouïe, mais vraiment jamais vue. Et toutes ces hostilités-là, donc toutes ces agressions, elles ont été accomplies sans avancer le moindre avertissement dans des zones densément peuplées. Là, je viens de lire le dernier bilan du ministère de la Santé, du ministère libanais de la Santé. Malheureusement, jusqu'à présent, le bilan humain, il a frôlé les 254 victimes et plus de 1100 personnes qui ont également plusieurs types de blessures. Donc, forcément, il y a des gens qui ont des blessures qui sont plus sévères que les autres. Il y a des personnes qui sont toujours en train d'être recherchées, elles sont sous les décombres. Et malheureusement, la situation, elle est vraiment, elle est catastrophique. Les hôpitaux sont surbondés par les corps des victimes qui sont amenés. Et le problème, c'est que l'armée israélienne a averti que les 48 heures qui viendront, ça sera la même situation. Donc, ils sont en train d'avertir qu'ils vont bombarder le Liban sans nul avertissement. Et là, ils continuent donc leurs attaques sans aucune prise en considération de l'humain, du matériel, que ce soit infrastructure civile ou autre. Vraiment, si vous voulez vraiment imaginer l'ampleur, c'est pire que l'explosion de Beyrouth. Et depuis le début de cette guerre, que ce soit en 2024 ou plus récemment en 2026, c'est vraiment du jamais vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Très bien. Monsieur Giuseppe Aconcia, alors je rappelle que vous êtes expert en région MENA. Selon vous, les multiples déclarations de Donald Trump auraient ou peuvent encourager une escalade ou plutôt ouvrir une voie de négociation? Oui, les déclarations de Donald Trump avant hier soir, quand il parlait avec des intentions génocidaires par rapport à la destruction de la civilisation iranienne, amène une mise en accusation du président des États-Unis qui n'a pas la possibilité d'être un président qui peut amener la stabilité dans la région. Il n'est pas cohérent. Il donne des messages qui sont très incohérents l'un de l'autre. Donc, il est très difficile de penser qu'il peut gérer une phase hautement critique comme celle-là qui est en cours en Iran et dans la région du Moyen-Orient. Clairement, ça nous dit que cette guerre ne devait jamais être déclenchée, qu'il n'est pas possible d'amener la démocratie à travers la guerre, et que l'Iran a toujours pensé qu'il pourrait être dans une menace existentielle. Donc, devait réagir, sinon, pouvait complètement disparaître. Les mots de Trump d'hier confirment la condition de paix que les autorités iraniennes ont vécue dans ces jours-là. Finalement, avec le cessez-le-feu on va voir si va continuer les 2 semaines qui sont prévues par les 10 points
c'est clairement l'Iran qui a gagné et les États-Unis ont perdu. L'Iran a gagné parce que maintenant a un contrôle sur les détroits d'Ormuz qu'il n'y avait pas avant. Il y a une certaine nationalisation du détroit d'Ormuz, un peu comme c'est passé dans les années 50 avec le canal de Suez. Maintenant, l'Iran peut contrôler complètement avec l'Oman, clairement, et il y aura un protocole avec l'Oman, tous les passages de navires, les marchés pétroliers à travers les détroits d'Ormuz. Ça veut dire que les États-Unis ont complètement perdu cette guerre. Alors, dans un message, nous en parlions il y a quelques instants, donc dans un message relayé par les médias d'État, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a dévoilé justement cette fameuse proposition en 10 points, présentée comme un cadre de négociation. Je vous propose de regarder un sujet signé Leila Gertal et on revient pour en débattre. Entre Washington et Téhéran, la tension ne disparaît pas, elle se redessine. Après les récentes déclarations offensives de Donald Trump, le président américain revendique une victoire totale à la suite de l'annonce d'une trêve temporaire avec l'Iran. Un discours à tonalité triomphaliste, en contraste avec ces menaces récentes de frappes massives et qui tend à simplifier une réalité autrement plus nuancée. Derrière l'affichage politique, le rapport de force, lui, demeure intact. L'Iran ne se limite plus à une posture défensive. Téhéran avance une stratégie structurée, articulée autour d'une feuille de route en 10 points, destinée à encadrer toute perspective de désescalade. Au cœur de ces exigences, la levée complète des sanctions américaines, s'y ajoutant la restitution des avions gelés et l'instauration de garanties internationales, idéalement sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, afin de sécuriser tout accord futur. Autre point hautement stratégique, le détroit d'Ormuz. Téhéran entend en préserver le contrôle tout en garantissant la liberté de circulation maritime en équilibre délicat au cours des enjeux énergétiques mondiaux. Enfin, l'Iran exige la fin des attaques visant ses alliés régionaux, notamment le Liban, et évoque la question de compensation pour les dommages subis, élargissant ainsi le cadre des négociations au-delà du seul face-à-face bilatéral. S'ajoute à cela un autre facteur de tension régionale. Benyamin Netanyahou a refusé un cessez-le-feu du Liban, soulignant que, malgré les discussions autour d'une trêve avec l'Iran, la stabilité dans la région reste fragile et segmentée selon les intérêts nationaux. Pour Washington, ces conditions apparaissent maximalistes, mais elles traduisent surtout une volonté iranienne de transformer une trêve conjoncturelle en levier de repositionnement stratégique durable. Dans cette confrontation narrative, chaque camp revendique l'avantage. Pourtant, sur le terrain, la situation reste précaire, une accalmie sous tension où la moindre friction pourrait raviver le risque d'escalade. Voilà, c'était un sujet signé Leila Gertal. Alors, monsieur Lamine Cheri, parmi les exigences majeures de ces 10 points, il figure la poursuite du programme d'enrichissement d'uranium, la levée complète des sanctions, qu'elles soient primaires ou secondaires, ainsi qu'un engagement de non-agression de la part de Washington. L'Iran a également insisté sur le maintien de son contrôle stratégique du détroit d'Ormuz et demande l'obligation de plusieurs résolutions internationales à son encontre, ainsi que le retrait des forces américaines dans la région. Donc avant de décortiquer tous ces points, Lamine Cheri, quelle est la portée réelle de ces points sur le terrain ? D'abord, c'est un document très intéressant qui prouve par 9 que le véritable gagnant sur le terrain, c'est effectivement l'Iran, puisqu'elle a réussi à dicter justement ces 10 points qui ont été, rappelons-le, entérinés, acceptés par Donald Trump. Donc, il ne peut pas aujourd'hui se déjuger ou se rétracter en disant « je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Ça, c'est un premier point. Le second point, ça concerne un peu le refus de Benyamin Netanyahou d'accepter le point sur le Liban, puisque notre collègue vient de nous décrire une situation apocalyptique de Beyrouth qui paye
le prix d'un fou qui finalement, je ne comprends pas, est-ce qu'il tiendrait en chantage Donald Trump, puisqu'il a réussi en l'espace de 24 heures à le faire retourner et à soutenir un point sur lequel il n'était pas d'accord il y a 24 heures. Donc ça pose vraiment la question de qui contrôle qui, Trump, Netanyahou ou Trump. Donc ça c'est un point assez... Qui a été condamné pour un crime de guerre. Qui est condamné, qui est poursuivi par la justice, par la juridiction internationale et qui continue malgré tout de bénéficier, j'allais dire, d'une certaine indifférence de la part des Occidentaux, qui continuent d'accepter l'inacceptable. On n'a pas vu l'Occident se tenir aux côtés du Liban, par exemple. Le Liban a mis le petit Paris de l'Orient. Personne aujourd'hui ne soutient le Liban. Et j'allais dire, les affaires internes du Liban, ça ne concerne que les Libanais. Ça ne concerne pas les pays occidentaux. Donc, pour revenir au document, je pense que c'est un document qui est, j'allais dire, qui est éloquent, qui démontre qui a gagné. Et bien entendu, donc, l'essentiel dans ce document me semble être le fait que il oblige en quelque sorte Donald Trump à négocier avec Mujtaba Khamenei. Donc c'est le fils de son père. Donc on dit qu'il est encore plus dur que son père et que finalement donc le régime iranien est aujourd'hui plus fort qu'avant la guerre. Il faut savoir une chose, par exemple, à titre indicatif, beaucoup de figures de l'opposition iraniennes installées à l'étranger sont rentrées à Téhéran pour soutenir le régime. C'est dire combien le régime est devenu populaire aujourd'hui. Et finalement, les Américains, les Israéliens qui voulaient un régime change, ils ont consolidé le régime actuel, le régime religieux des ayatollahs. Ils l'ont consolidé, ils l'ont rendu... Avec toutes les tentatives d'éradication. Absolument, ils l'ont rendu plus sympathique aux yeux même des monarchies, aux yeux même des pays du monde arabe, c'est vous dire. Donc aujourd'hui... en vrai, ils ont réussi à unifier tout le peuple iranien. Tout à fait, voilà, absolument. On a parlé de l'opposition iranienne qui soutient les ayatollahs, une opposition. Certaines figures, un cinéaste célèbre est rentré, malgré les menaces qui pesaient sur lui, il a dit non, je rentre chez moi parce que je dois être en Iran. C'est quelque chose de très fort. Ça indique combien les États-Unis et Israël ne connaissent pas la civilisation iranienne, sont passés à côté. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'au lieu de rester sage et d'aller dans le sens de la paix, oui. Et ils continuent de bombarder le Liban, de massacrer au Liban. Donc, les séquences, c'est génocide à Gaza, agression iranienne par 2 fois, génocide au Liban. Voilà, donc ce sont des agressions illégales au vu du droit international, des Nations Unies. Au passage, où est le Conseil de sécurité? Que font les grandes nations? Donc voilà, nous sommes de ce côté-ci de la Méditerranée, nous constatons les dérives totalitaires de ces leaders occidentaux qui, il n'y a pas très longtemps, essayaient de donner des leçons j'allais dire, aux autorités des pays du Sud global. Donc voilà ce qu'on peut dire. J'espère que le plan réussira, j'espère que le plan ramènera la paix, parce que les Iraniens, les Libanais, les Palestiniens ne méritent pas la guerre, ils méritent la paix, ce sont des gens civilisés qui méritent la paix. On verra dans les heures qui suivent ce qui va se passer. Oui, ça va tellement vite que la situation peut facilement ou s'améliorer ou dégénérer. Monsieur Karim Belgassem, selon vous, ces propositions peuvent-elles être considérées comme crédibles par la communauté internationale?
elles peuvent être d'autant plus crédibles qu'elles semblent en fait issues tout simplement d'un bon sens. Les Iraniens ne font que défendre leur souveraineté. Ils ont été attaqués par Israël et les États-Unis, il faut le rappeler. Donc les Iraniens qui vont sortir gagnants puisqu'ils vont garder la main sur le détroit d'Ormuz, et cette idée d'un péage sur le passage a été acceptée par les États-Unis. Donc ça, c'est un bouleversement majeur. Et ce péage pourrait rapporter jusqu'à 2 millions de dollars par cargaison, et ça donnera à l'Iran un levier économique considérable. D'autre part, dans ce plan, il y a un système de reconstruction qui replacerait les réparations de guerre. L'Iran, il faut le rappeler, au départ avait réclamé des réparations de guerre aux États-Unis, à Israël. C'était inacceptable pour eux. Il y a une solution plus habile qui aurait émergé par les Iraniens, c'est utiliser les sommes tirées de ce péage d'Ormuz pour financer leur reconstruction. Et cette idée a rendu le plan iranien acceptable pour Washington. Donc, les Iraniens, comme on le disait tout à l'heure, en sortent pratiquement gagnants, mais méfions-nous parce que ce plan de paix est fragile. Il est fragile par l'opposition féroce d'Israël et par ce que fait Israël au Liban. Et d'ailleurs, pendant votre reportage, il y a l'agence iranienne Fars qui confirmerait que le détroit d'Ormuz serait à nouveau bloqué à l'Iran suite à l'attaque israélienne sur le Liban. Donc c'est encore à confirmer. Mais ça confirmerait que justement ce plan de paix est très fragile. Et je fais le lien avec ce que disait mon confrère tout à l'heure. L'Iran non seulement apparaît comme le grand gagnant, mais c'est le pays qui quelque part a vaincu les États-Unis avec intelligence, avec stratégie, et cela met aussi en reflet cette guerre indirecte contre la Chine et puis les BRICS, puisque ce détroit d'Ormuz, le passage du détroit d'Ormuz, il y aura des péages qui seront effectués en monnaie chinoise, et donc c'est tout le système international qui risque d'être bouleversé. C'est la première guerre indirecte contre les BRICS, on peut le dire très clairement, puisque c'est aussi cela qui était visé à travers les Américains, et Donald Trump s'est laissé entraîner bêtement par Benjamin Netanyahou pour des raisons inexistantes et inqualifiables et inacceptables. Donc là, il a essayé de se retirer comme il pouvait de cette guerre parce qu'il ne savait plus quoi faire, il était complètement piégé. Le problème maintenant, cela risque d'être un conflit entre Israël et l'Iran. Jusqu'où cela va-t-il aller? Les Iraniens sont déterminés puisqu'ils défendent leur souveraineté, tandis que Israël veut à tout prix démanteler l'Iran et détruire l'Iran. Donc ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc je dirais que c'est une victoire pour l'Iran, mais c'est une bataille qu'elle a gagnée, mais on risque d'avoir encore d'autres conflits d'ici ces prochaines heures et même actuellement. Merci, Monsieur Belgassem. Je vous propose de marquer une petite pause et on revient juste après pour continuer le débat. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette couverture spéciale de la guerre au Moyen-Orient. Donc, nous allons revenir au débat avec Monsieur Chihri. Donc, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie se félicite d'un accord de principe sur la cessation des opérations militaires au Moyen-Orient et appelle à un engagement durable pour la paix, tout en soulignant l'importance de la stabilité au Liban. Un commentaire sur communiqué, Lamine Chihri. Oui, fidèle à elle-même, l'Algérie soutient la paix, l'Algérie est contre la guerre, et elle l'a fait savoir dès le début de cette agression contre l'Iran, en disant qu'elle était pour une solution diplomatique négociée, et qu'elle est contre toute agression, toute guerre dans cette région sensible. Donc voilà, je pense que la ligne de conduite, pour celui qui suit un peu la politique étrangère de l'Algérie, la ligne de conduite est la même, elle est constante, et voilà.
l'Algérie a fait savoir par plusieurs communiqués qu'elle était en faveur aussi de négociations, comme elle a fait savoir qu'elle était contre, par exemple, les attaques contre certains pays du Golfe, ce qui est tout à fait cohérent, logique, avec les intérêts supérieurs du pays. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'Algérie reste constante sur sa position de principe. Et donc, je ne peux que être satisfait de cette déclaration du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Giuseppe Acancia, donc beaucoup d'autres réactions internationales des alliés de l'Iran et de l'Occident sont tombées, donc des réactions qui saluent ce cessez-le-feu et qui aspirent à une paix durable. Pensez-vous justement que les propositions iraniennes soient stratégiques ou simplement symboliques? En fait, surtout la capacité de négociation du Pakistan et de la Chine ont été très importants pour arriver au cessez-le-feu. Ça confirme aussi que le rôle de l'Iran pour la stabilité régionale est très important, que les États-Unis ne peuvent pas gérer le Moyen-Orient sans l'Iran. Et juste avec la diplomatie et les contacts réciproques, c'est possible de tenir la région du Moyen-Orient en stabilité. Il faut penser juste par exemple au Yémen et aux milices chiites qui peuvent contrôler par exemple Bab el-Mandeb en contrôlant aussi la mer Rouge et donc pas que le détroit d'Ormuz. Et en fait, l'importance du détroit d'Ormuz est encore plus claire après cette guerre-là. Si l'Iran avait un programme nucléaire civil et voulait continuer avec ce programme nucléaire civil, peut-être il peut continuer. Mais en fait, la guerre a démontré qu'il est plus important avoir le contrôle du détroit d'Ormuz qu'un programme nucléaire. Parce qu'à travers le détroit d'Ormuz, on peut complètement contrôler les dynamiques régionales. Et ça a renforcé beaucoup la République islamique, qui était dans un état de crise avant la guerre, et maintenant est plus fort qu'avant. Peut contrôler les prix du pétrole global, peut contrôler les passages des navires dans le détroit d'Ormuz, et a une puissance diplomatique très forte. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre avec l'Iran. Il n'y aura que de la diplomatie et des négociations. Mais parallèlement, nous observons un refus de Benjamin Netanyahou concernant un cessez-le-feu au Liban. Quelles en sont les implications pour la stabilité régionale, Pascal Asmar? Bien évidemment, tant que, disons, le front libanais est en feu, il n'y aura pas de stabilité régionale. Et d'une certaine façon, ça convient à Israël parce qu'il faut le rappeler. M. Netanyahou n'est pas uniquement sous mandat d'arrêt international uniquement. Il est également poursuivi par la justice de son propre pays. Et tant que cette guerre-là continue, il bénéficie en quelque sorte d'une immunité qui lui permet de ne pas se présenter devant la justice. Donc, ça lui convient. Sur le plan régional, le fait que les choses s'enveniment toujours à Beyrouth, comme ça a été le cas à Gaza, donc ça risque bien évidemment d'enflammer toute la région. Il faut comprendre à l'heure actuelle, dans cet ordre mondial, dans ce nouvel ordre mondial avec toutes ces alliances qui se font, il n'y a pas une guerre qui puisse ne pas déraper. En fait, toute guerre, elle ne peut pas être confinée à un seul pays uniquement. Et vu les intérêts de l'Iran et vu le fait que c'est les Hezbollah qui est en train en fait de contrecarrer l'appétit expansionniste d'Israël ainsi que ses agressions, bien évidemment, l'Iran est fortement impliqué parce que c'est l'Iran qui l'arme, c'est l'Iran qui le finance, c'est l'Iran qui l'entraîne. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas une fin aux hostilités ou bien à la guerre tant que le front libanais est en train de flamber. Bien au contraire. Et l'Iran s'est montré solidaire et les responsables iraniens l'ont répété aujourd'hui. Ils ont dit que le peuple libanais qui a offert beaucoup à l'Iran, ils ne vont pas le laisser seul. Et ils ont également laissé entendre qu'ils pourraient à n'importe quel moment. Il semblerait qu'on ait un problème technique. Alors, on reviendra vers vous, Madame Pascal Asmar.
Benjamin Netanyahu vient de déclarer quand l'Iran est faible, nous sommes forts, nous avons réalisé de grands résultats dans cette guerre. Monsieur Karim Belgassim, quelle lecture doit-on faire concernant les propos de Netanyahou et surtout le fait qu'il refuse le cessez-le-feu au Liban? Benjamin Netanyahou fait du Benjamin Netanyahou, il est toujours dans la provocation, mais par moments on peut aussi se demander si c'est pas une démonstration involontaire de faiblesse. Il voit très bien que l'Iran résiste mieux que prévu, que le pays ne s'est pas disloqué. Rappelons quand même qu'il comptait énormément sur la rébellion des Kurdes et puis dans le Balouchistan également. Donc tout ça a été un échec flagrant et je dirais que cette opposition contre l'Iran n'a fait que renforcer la République islamique d'Iran et ses dirigeants avec la population qui s'est rangée derrière la République et puis ses représentants, puisque la République et l'État iranien ont été attaqués. Ils n'ont pas tenu compte du nationalisme iranien et de la fierté iranienne depuis l'Empire perse et toute cette civilisation, cette culture historique que n'ont pas les Américains, ce qui explique aussi pourquoi Donald Trump s'est laissé entraîner dans cette guerre. Donc évidemment, Israël a besoin d'un Iran faible puisque Israël joue le rôle de flic et de gendarme dans la région, mais ce cessez-le-feu confirme que l'Iran va jouer un rôle très très important puisque cette guerre lui a donné raison, a renforcé sa souveraineté et si les Américains acceptent justement les conditions iraniennes, alors Israël risque de se retrouver dans un état de faiblesse. C'est explique aussi, et c'est la raison pour laquelle il tente désespérément d'exister tant bien que mal en bombardant le sud Liban, en continuant la colonisation de la Cisjordanie, en poursuivant le génocide à Gaza dont on parle de moins en moins puisque tous ces événements ont occulté cette catastrophe humanitaire. Et vous remarquerez que Donald Trump a utilisé, je dirais, le même langage outrancier et génocidaire qu'il voulait réserver à l'Iran. Donald Trump a utilisé exactement le même vocable. Donc l'Israël n'est pas forcément en situation de force pour en arriver à de telles déclarations. Donc Israël s'aperçoit qu'il faut davantage compter sur l'Iran et d'autant plus que l'Iran exige le départ des bases militaires américaines dans la région et que le Moyen-Orient soit enfin, je dirais, en autogestion et occulté par toute la présence de ces forces étrangères américaines qui ont tout fait, qui ont tout provoqué sauf la stabilisation et la pérennisation de la région. Le Pakistan a été choisi comme médiateur dans ce conflit. Giuseppe Acancia, comment la médiation pakistanaise est-elle perçue par les États-Unis, l'Iran et les autres acteurs régionaux? Si, le Pakistan a joué un rôle très important dans les négociations et même on peut dire que le pouvoir de négociation du Pakistan maintenant est plus fort qu'avant la guerre et ce n'est pas la première fois parce qu'en fait toujours le Pakistan a joué un rôle de négociation. Il faut penser à la fin de la guerre du Vietnam dans les années 70 quand le Pakistan a joué un rôle central pour terminer les confrontations entre les États-Unis et la Chine qui voulaient contrôler les pays. Donc, a joué un rôle très important et même les premiers ministres, le chef de l'armée qui ont participé aux négociations ont beaucoup d'expérience dans la façon dans laquelle ils ont négocié. Il faut aussi ajouter que l'entité sioniste n'a pas participé directement aux négociations. Donc, si on veut trouver quelqu'un qui a vraiment perdu cette guerre, est l'entité sioniste. Israël a plongé les États-Unis dans la guerre, n'a pas participé aux négociations à travers le Pakistan et maintenant fait comme a fait pendant la guerre des 12 jours. Il faut se souvenir de juin 2025, continuer à combattre, à se battre, à attaquer, même s'il y avait un cessez-le-feu. Donc, il faut considérer que l'entité sioniste, après cette guerre, doit limiter le rôle régional, pas juste à travers la fin de la guerre en Iran, mais en terminant le nettoyage ethnique au Liban
Liban, en terminant le génocide qui continue à Gaza et dans la Cisjordanie. Donc, vraiment, dans le long terme, l'entité sioniste va être le pays qui plus a perdu avec cette arrogance et menace continue de guerre permanente dans la région. Madame Pascal Asmal, vous êtes de retour avec nous. La médiation pakistanaise pourrait-elle servir de modèle pour d'autres conflits internationaux? Et quel impact cette médiation pourrait avoir sur la sécurité du Golfe et surtout du Liban? Bien évidemment, avec cette médiation, vous m'entendez maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, je vous entends très bien. Oui, oui, on vous entend. Ok. Donc, avec la médiation pakistanaise, c'est l'émergence de nouveaux acteurs qu'on est en train de voir, notamment des acteurs du clan du BRICS. Donc, il faut vraiment voir qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés. C'est plus les acteurs, disons, un peu conventionnels, traditionnels, qui avaient apporté des médiations. De plus, il ne faut pas oublier que le Pakistan jouit d'une arme nucléaire que le pays a également signé des accords avec l'Arabie saoudite, donc dans le cadre d'une stratégie de défense. Et donc, ça montre bien évidemment que ce pays-là, comme d'autres pays émergents, sont en train de gagner du terrain sur le plan international et donc que leur rôle est amené à grandir, que ce soit sur le plan de la médiation ou bien sur d'autres plans, comme c'est le cas donc, de l'accord qu'ils ont signé avec l'Arabie saoudite. Et pour votre deuxième question, c'était... Alors pour la question, c'était quel impact cette médiation pourrait-elle avoir sur la sécurité du Golfe et surtout du Liban? Donc, comme je l'ai déjà dit, pour le Golfe, avec des accords tels que celui qui a été signé avec l'Arabie saoudite, il faut dire que le Pakistan, ça serait un allié précieux. Et je pense que les pays du Golfe qui avaient, comme votre invité l'a très bien dit, c'est qu'il y avait des bases militaires, ils assuraient une sorte de parapluie sécuritaire. C'était en fait une sorte de parapluie factice, parce qu'on l'a vu, les États-Unis, en fait, quand ils ont attaqué ces bases militaires, il s'est avéré que ces bases, c'était plus une menace qu'un parapluie ou bien une forme d'immunité pour les pays du Golfe. On a également vu avec d'autres alliés comme par exemple la Corée du Sud. Ils ont donc retiré des antimissiles pour pouvoir les utiliser au Moyen-Orient sans pour autant se soucier d'une possible menace que pourrait peser la Corée du Nord sur la Corée du Sud. Donc là, les pays du Golfe sont vraiment devant le fait avéré qu'ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis. Et donc le Pakistan, il s'avère comme un allié précieux pour eux. Mais pour le Liban, en contrepartie, alors là, on n'a pas vraiment forcément, disons, on n'a pas, disons, une sorte, on pourrait pas, en fait, disons, tirer un certain profit direct. Exactement de cette médiation avec le Pakistan. Nous, c'est vraiment des poids lourds qui pourraient changer la donne, notamment une assistance iranienne, que tout cessez-le-feu à long terme et toute fin à la guerre donc soit conditionnée par une paix durable et par le retrait inconditionnel des forces israéliennes qui sont, on le rappelle, qui sont en train d'occuper plusieurs points dans le sud du pays. Lamine Cheri, quels sont les principaux obstacles qui pourraient justement compromettre le succès de cette médiation pakistanaise? C'est la mauvaise foi des Américains et des Israéliens en tête, parce que ce sont des gens qui ne respectent pas leurs paroles, qui ont poignardé dans le dos les Iraniens à plusieurs reprises. Rappelez-vous la déclaration du ministre du Sultanat d'Oman qui avait bien expliqué qu'ils étaient très proches d'une solution, d'un accord, et que pendant que ça discutait autour d'une table, il y a eu les attaques israéliennes et américaines contre les Iraniens. Donc oui, le principal obstacle à la paix, c'est la mauvaise foi manifeste de ces deux acteurs qui agressent dans l'illégalité la plus absolue. Donc il faudrait peut-être réfléchir justement à réformer le Conseil de sécurité qui devrait prendre un peu ses responsabilités parce que ça ne peut plus durer comme ça. J'allais dire fabriquer des guerres comme ça à tout bout de champ. Voilà le résultat aujourd'hui. Et les Iraniens, ayant eu conscience justement de cet état de fait, ne font plus confiance aux Américains. Et c'est pour ça qu'ils ont
j'allais dire, produit un document en 10 points pour s'assurer qu'il n'y aurait pas j'allais dire, de coup de poignard dans le dos. Mais voilà, le coup de poignard est arrivé 24 heures après, puisque les Américains ne respectent plus la clause contenue dans le document qui inclut le Liban dans cet accord. Donc, franchement, j'allais dire, le seul obstacle, c'est effectivement les États-Unis et Israël. Mais il y a une volonté de dissocier les deux causes, donc la cause libanaise, le conflit au Liban et le conflit au Moyen-Orient. Quelle lecture devrions-nous faire? Oui. Le Liban, c'est aujourd'hui un pays qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas uni à l'intérieur. Hein. Il y a différentes forces, il y a différents points de vue. Il y a un courant à l'intérieur du Liban qui essaye de présenter le Hezbollah comme étant une organisation terroriste. Il y a un autre courant très puissant qui présente le Hezbollah comme étant le symbole, le cœur de la résistance contre Israël. Donc, personnellement, je souhaite que le Liban trouve le consensus, hein, surtout en état de guerre, pour essayer de contrecarrer un peu ces velléités israéliennes. Voilà. Maintenant, il est évident que l'Iran joue aussi très habilement, puisque en incluant dans le document les résistances, hein, le Liban, le Yémen, j'allais dire, voilà, et d'autres pays, le Liban respecte en quelque sorte ces résistances qui, oui, c'est vrai, ils ont été financés par les Iraniens, mais la résistance contre l'occupant est réelle, elle n'est pas fictive. Hein. Ce que font les Houthis au Yémen, c'est concret, ce n'est pas. Je voudrais, avec votre permission, rebondir sur cette affaire des États du Golfe qui ont utilisé le parapluie américain pour se protéger contre le voisin iranien. Je pense que il est une des leçons, hein, que l'on pourrait tirer, que devraient tirer les pays du Golfe, c'est de s'assurer d'avoir un bon parapluie. Parce que concrètement, le parapluie américain n'a pas marché. Et j'allais même dire qu'il devrait plutôt utiliser le parapluie iranien plutôt que le parapluie américain. Donc voilà, c'est une absurdité, hein, que de penser qu'on peut se défendre en utilisant le parapluie étranger en contrepartie d'argent, de pétrodollars, etc. Je pense que c'est l'une des leçons à tirer de ce conflit armé. Pascal Asmar, selon vous, quel pourrait jouer le rôle diplomatique régional, en l'occurrence l'Arabie saoudite et la Turquie, et quel scénario vous semble-t-il le plus probable? Écoutez, malheureusement, il ne semble pas qu'il y ait une volonté au niveau diplomatique d'arrêter ce qui se passe au Liban, parce que jusqu'à présent, il semble que les pays du Golfe n'ont pas encore appris leur leçon. Et il y a toujours un acharnement, on le voit d'ailleurs dans la presse américaine, qui rapporte qu'il semble que certains pays du Golfe, en l'occurrence les Émirats et l'Arabie saoudite, qui étaient en train d'encourager le président américain à poursuivre la guerre contre l'Iran. Parce qu'il faut un peu remonter dans le temps et se souvenir que cette guerre contre l'Iran, elle était souhaitée par ces pays-là qui pensaient anéantir leurs voisins. Et donc, je ne pense pas que l'Arabie saoudite, notamment sous la houlette de Mohammed Ben Salman, pourrait en quelque sorte jouer, au moins à l'heure actuelle, un rôle. Ni même sur le plan de la Turquie, on a vu même la Turquie, elle n'a pas eu un rôle majeur même dans le dossier palestinien. Et même les puissances occidentales, l'Europe, il n'y a pas en fait une position unanime. On a vu également une position très décevante de la part de l'Union européenne, qui, bien qu'elle ait dénoncé pour des actions moindres la Russie et qu'elle ait imposé des sanctions sur la Russie, elle n'a rien fait à l'encontre d'Israël, alors qu'Israël a violé tous les traités de droit international. Et donc, moi, je pense que la
voie diplomatique, pour le moment, elle est écartée. Moi, je pense que ça sera plutôt le terrain. Donc, comme ça a été le cas pour l'Iran, c'est le terrain. Donc, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain qui a décidé que l'Iran a imposé ses conditions pour un cessez-le-feu. C'est forcément le terrain au Liban qui va l'imposer. Et donc, le fait que les résistants actuellement dans le sud sont en train, en fait, de continuer à donc contrecarrer l'invasion israélienne. Ils sont en train vraiment de riposter avec tous les moyens possibles, qu'ils soient humains ou bien matériels. Ils pourront imposer avec le temps une certaine donne, comme ça a été le cas en 2006 lors de la dernière guerre qui a opposé Israël au Liban. Avec votre permission, je voudrais apporter un petit bémol, j'allais dire, hein, parce que honnêtement, je ne peux pas accepter qu'on mette sur le même pied d'égalité la position de l'Arabie saoudite et la position des Émirats arabes unis. Il n'y a pas photo, j'allais dire. Hein. L'Arabie saoudite, c'est un pays qui a refusé obstinément la normalisation avec Israël, et c'est l'une des raisons qui fait que le prince héritier, Mohammed Ben Salman, est mis sous pression justement par les États-Unis et par Israël et par les Occidentaux. Par contre, la position des Émirats unis, c'est pas une position, j'allais dire, respectable, honorable. C'est un agent d'Israël qui joue le rôle du méchant en divisant, en créant des milices, en massacrant au Soudan, au Yémen et j'allais dire dans différents pays du monde arabe. Donc franchement, je pense que la position de l'Arabie saoudite de ne pas riposter et de ne pas s'engager dans la guerre contre l'Iran est une position honorable. Par contre, les Émirats unis sont totalement engagés dans cette guerre aux côtés d'Israël. Voilà, je voulais apporter cette précision. Merci. Merci, Monsieur Cheri. Pour conclure, donc, nous avons assisté à un Moyen-Orient sous tension avec des propositions iraniennes d'un cessez-le-feu, un refus de Netanyahou et des déclarations américaines qui compliquent beaucoup la situation. Nos experts, donc, ce soir s'accordent à dire que la vigilance reste de mise et que le rôle des diplomaties internationales est crucial pour éviter une escalade majeure. Merci à nos invités d'avoir été parmi nous et de nous avoir partagé avec nous leurs visions respectives. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal présenté par Abdelkader Idrieff.